Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée au grand projet ferroviaire du continent africain. Et dans notre dossier du jour, nous verrons les enjeux de la ligne Mombasa-Nairobi, capitale kenyane. Mais avant cela, l'actualité avec au programme le chef de l'État sortant Paul Kagame officiellement en lice pour un troisième mandat au Rwanda. Également dans l'actualité, le gouvernement sud-africain qui relance le débat sur le changement typonymique du pays. Et pour débattre autour de toute cette actualité, sur ce plateau, M. Mohamedou Dia, journaliste. Bienvenue, M. Dia. Merci de m'avoir invité. Alors avec nous, Jean-François Akanji-Kombe, notre éditorialiste. Bienvenue, Jean-François. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, l'info du jour. Alors je le disais, le chef de l'État sortant Paul Kagame est officiellement candidat à sa propre succession. Il a été investi ce samedi par son parti, le Front patriotique rwandais. Il est ainsi autorisé à briguer un troisième mandat lors du scrutin du 4 août 2017 et pour lequel il part déjà grand favori, Sharon Kamara. C'est la fin d'un faux suspense. Sans surprise, le parti au pouvoir au Rwanda, le Front patriotique rwandais, a désigné samedi 17 juin le président sortant Paul Kagame, candidat du parti pour les élections prévues le 4 août 2017. Vous m'avez demandé de rester et je suis resté. Nous devons faire les choses différemment et travailler plus dur pour que les 7 années à venir nous donnent une sorte de transition. Je vous demande de vous battre avec moi afin de surmonter les défis qui vous ont contraint à me demander de rester. Au pouvoir depuis 2000, le président Paul Kagame a la possibilité de briguer un troisième mandat depuis qu'il a fait modifier la constitution du pays en 2015 à la suite d'un référendum. Celle-ci a permis de rallonger la durée des mandats à 7 ans. Elle permet surtout au président Kagame de se représenter pour un troisième mandat de 7 ans, puis à 2 autres de 5 ans. Ce n'était pas vraiment une surprise parce que depuis l'année, lors du discours annuel, le président a, d'une façon ou d'une autre, annoncé qu'il va accepter si le FPR le demandait. Donc, le fait qu'il sentait déjà que le FPR peut le désigner comme candidat. Donc, le 4 août, ils seront environ 6,8 millions de Rwandais à aller voter. Jusqu'à présent, ils sont 5 candidats à avoir déclaré leur volonté de se présenter à l'élection. La liste provisoire des candidats sera présentée le 27 juin et les noms des candidats qualifiés seront publiés le 7 juillet, une semaine avant le début de la campagne. Alors, Mohamedou Dia, le président sortant, Paul Kagame, part déjà grand favori, on l'a bien compris, à l'élection présidentielle du 4 août. Il fera face notamment à 4 autres candidats, dont Franck Habineza du Parti vert démocratique, le seul parti d'opposition autorisé au Rwanda. Et justement, sur cette question de l'opposition, quel est aujourd'hui le poids de l'opposition au Rwanda ? Mais tout le monde sait qu'au Rwanda, il n'y a pas de démocratie, c'est une caricature. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, ça m'étonne beaucoup d'ailleurs en Afrique, que les gens tressent des lauriers à Kagame, que ce pays est en train d'évoluer, que les choses, bon, sur le plan économique certainement. Mais c'est un dictateur, il faut le dire haut et fort. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que les Américains le soutiennent et que il pose un vrai problème dans la sous-région, mais il n'est pas le seul. Ils sont tous dans la même configuration, pour ainsi dire. Museveni est là depuis bientôt je ne sais pas combien d'années. On peut citer tous les autres. Et pour les Américains, ils avaient quand même émis quelques réserves après la modification de la Constitution de 2015. Du bout de la langue, pourquoi ils ne font pas la même chose exactement contre Kabila? Et d'ailleurs, le problème de Kabila, c'est ça. Kabila se dit, mais pourquoi moi et pas les autres? On a autorisé, entre guillemets, tous les autres de faire un troisième mandat, de modifier les constitutions. Sassou Nguesso l'a fait, Kagame l'a fait, et tous les autres le font. Et on nous dit que Kagame, non, c'est pas sérieux. Il a gagné les élections en 2003 et en 2010 à 90%. Je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas très croyants, qui diraient que Dieu lui-même, s'il était candidat, ne gagnerait pas à 90%. Donc c'est une caricature. Une caricature. Vous partagez cet avis, Jean-François? Moi, je suis plus nuancé tout en disant que il n'y a aucune surprise dans la nouvelle qui nous est annoncée, en tout cas dans l'information qui nous est donnée, parce que depuis le décembre 2015, bien avant décembre 2015, l'intention était annoncée de prolonger la durée de mandat, en tout cas le temps du pouvoir de Kagame. Donc aujourd'hui, on met les formes sur une décision qui a été prise et qui était actée depuis très longtemps. Paul Kagame, c'est une personnalité forte et bon,
qui ne peut pas faire l'unanimité autour de lui. Moi, je constate tout de même les résultats économiques que vous évoquiez tout à l'heure. Je constate tout de même qu'il a réussi cela. Il a réussi, vous me direz, au prix de quoi ? Et c'est précisément là que le bas blesse. Nous avons apporté la preuve en Afrique que nous pouvons réussir aussi bien dans le cadre de régimes démocratiques qui respectent les droits, qui respectent les libertés. C'est l'enjeu, mais ici, c'est une candidature qui... Alors justement, certains analystes, et beaucoup d'autres Africains d'ailleurs, disent qu'il faut impérativement laisser Paul Kagame au pouvoir parce qu'il est le seul à pouvoir garder le Rwanda. Alors ça, c'est un discours qui est, je veux dire, si on n'était pas à la télévision, j'aurais dit éculé, parce que c'est un discours qu'on retrouve tout le temps, moi ou le chaos. Quand on veut se maintenir, il faut théoriser le chaos et convaincre les autres que si on n'était pas là, ce serait le chaos. Bien entendu, tous ceux qui le font et tous les chefs d'État qui le font créent les conditions pour que ce soit le chaos après eux, parce qu'on ne laisse pas émerger une opposition structurée avec des personnalités qui seraient susceptibles de reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, effectivement, sur le terrain, à part lui, on ne voit pas. On ne voit personne. On ne voit personne, mais M. Mamadou Dia, il était donc le seul candidat du FPR. Mais il y a quand même d'autres poids lourds au sein de ce parti. Mais qui ose se présenter contre lui? Personne. Donc ce que M. Kagame dit, c'est lui ou le chaos, il est le seul candidat. Mais vous allez dans les cimetières, vous verrez beaucoup de gens qui étaient les seuls candidats possibles et donc qui se prenaient même pour Dieu. Le Père, ils sont dans les cimetières. Donc personne n'est indispensable et personne n'est éternel. Donc par conséquent, Kagame aussi. Je ne sais pas quels sont les diplômes de Kagame, je ne sais pas quelles sont ses capacités personnelles. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un qui a quand même permis de stabiliser le Rwanda au sortir du génocide. Ça, on ne peut pas le nier, ça, tout de même. Il est parti d'où? Il est venu de l'Ouganda, armé jusqu'aux dents par ses amis Museveni et les autres. Depuis lors, en réalité, il est au pouvoir depuis 1994, tout de suite après le génocide, il est là. Et là, les élections qui auront lieu, non seulement s'il les gagne, il va faire un septennat, et peut-être un autre. En tout cas, jusqu'à 2024, il n'y aura pas de quinquennat. C'est après qu'il y aura quinquennat. Voilà. C'est du n'importe quoi. Alors justement, sur cette question donc, du quinquennat, c'est à l'issue d'une réforme, donc on l'a dit tout à l'heure, controversée de la Constitution adoptée en 2015 qu'il a pu donc se représenter. Cette controverse autour de cette candidature va quelque peu ternir un peu cette candidature, cette modification-là. Ça peut peut-être ternir. Notamment à l'international. Mais je me demande si Kagame attache une importance au fait que ce soit terni. De toute façon, l'objectif, c'est qu'il reste au pouvoir, qu'il perpétue son régime. Et c'était l'objectif depuis le départ. Il y a eu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, quelques timides réactions de la part de la communauté internationale, les États-Unis notamment. Mais c'était des réactions extrêmement timides. Et puis, personne n'ose. Vis-à-vis du Rwanda, il y a aussi le poids je dirais le poids de la culpabilité. Personne dans la communauté internationale n'ose attaquer frontalement ce pays-là parce que les uns et les autres se sont également coupables du génocide, ne serait-ce que parce que les troupes des Nations Unies qui étaient là n'avaient pas réagi et qui représentaient la communauté internationale. Donc c'est par prudence que... on a un énième sur le continent africain, un énième cas qui fait que vraiment sur ce continent on finit par se demander si un jour nous arriverons à intégrer les valeurs démocratiques, c'est-à-dire simplement de l'alternance. Et l'idée que dans un pays nous pouvons avoir des talents nombreux qui sont capables de nous mener vers le progrès. Très rapidement, Mamadou Dia, quelles vont être les grandes lignes justement que va défendre le président sortant Paul Kagame? Mais évidemment, il va surfer sur ses réussites économiques, entre guillemets. Il va mettre l'accent sur la capacité qu'il a à imposer des choses d'ailleurs ahurissantes. Il a décidé que l'anglais serait la langue officielle du pays et finalement l'anglais est devenu la langue officielle du pays, mais des choses ahurissantes. Et comment gommer toute l'histoire quand même francophone de ce pays? Il n'y a pas que cette histoire-là. Ce pays a une langue d'ailleurs qui est commune à ce pays, mais aussi au Burundi, qui est le Kinyarwanda.
etc., etc. Donc vraiment, c'est des agissements de dictateurs, mais que moi, je ne peux pas tolérer et que je dénonce, mais ouvertement. Bon, ceci dit, dans la sous-région, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cas dont on pourrait se... Ceci dit, d'un point de vue économique, il a quand même fait de grandes... Oui, pour ça, il faut le tempérer. Et du point de vue du leadership africain aussi dans les rapports avec les autres pays. Et ça, on ne peut pas le lui retirer. C'est quelqu'un qui sait dire non face à des puissances extérieures au continent, pour la bonne ou pour la mauvaise cause, on peut le discuter, mais ce leadership africain-là, s'il y avait plus de chefs d'État, y compris les dictateurs dont nous sommes en train de parler, qui soient capables de ça, l'Afrique serait déjà, au moins, tiendrait la tête debout. Il y a un dictateur que nous connaissons qui courbe les chines. Alors, non loin du Rwanda, en Afrique du Sud, le gouvernement relance le débat sur le nom du pays. À plusieurs reprises, les Sud-Africains ont évoqué la possibilité d'abandonner l'appellation Afrique du Sud, héritée d'une période quelque peu trouble et qui, par ailleurs, ne reflèterait pas la réalité du pays. Sharon Kamara nous en dit plus. Le débat récurrent sur la question du changement de nom de l'Afrique du Sud a été réouvert par le ministre de la Culture, Natim Tewa. Lors d'une conférence du Congrès national africain, le parti au pouvoir, le ministre a déploré le fait que le nom du pays se réfère à sa situation géographique et non à ce qu'il représente. C'est complètement instrumental. L'ANC est en difficulté, contestée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, certains dirigeants du parti estiment qu'il est possible de faire reluire la crédibilité du mouvement auprès des masses noires déshéritées. Pour remplacer le nom Afrique du Sud, le ministre a suggéré le terme Azani, utilisé par de nombreux Sud-Africains et recommandé par Themba Godi, le président de la Convention des peuples africains. Si le projet aboutissait, l'Afrique du Sud rejoindra la longue liste des pays qui ont changé leur nom après leur indépendance. Ce changement vise à adopter un nom qui correspond plus à l'histoire du pays, contrairement à celui imposé par les colons. Le Zimbabwe a changé de nom. Burkina Faso, ancien Haute-Volta, ce sont des choses que l'ANC aurait pu faire dès les premières années. Ces premières années au pouvoir, il dispose de la majorité au Parlement. La Constitution ne l'empêche absolument pas de le faire. La question est de savoir pourquoi ils l'ont pas fait. Ce débat intervient au moment où la grogne ne cesse de monter dans le pays. Les Sud-Africains étant déçus par la politique du président Jacob Zuma appellent à sa démission. Dans ce climat tendu, l'opposition considère que la question du changement de nom est secondaire. Alors, Jean-François, c'est en 1961 que l'Afrique du Sud est indépendante, change de nom pour devenir la République d'Afrique du Sud. L'apartheid a été institutionnalisé un peu plus tôt, à la fin des années 40. Avec ce changement de nom, c'est une volonté de vouloir en quelque sorte tourner définitivement la page ? Oui, plus ou moins. Moi, je trouve que déjà la date de l'indépendance de l'Afrique du Sud, ça mériterait plus de discussion, parce que prétendre que ce pays est indépendant alors qu'on a institué l'apartheid, qui était un régime qui présentait toutes les caractéristiques du régime colonial, avec ceux qui étaient au pouvoir, qui sont restés jusqu'à la fin de l'apartheid, on peut discuter. Alors, le changement de nom, en tout cas la volonté de changer de nom, je trouve que c'est légitime, c'est même pleinement légitime, que l'Afrique du Sud renoue avec son histoire à travers les appellations, l'appellation du pays, l'appellation des villes, quand on sait par exemple que Pretoria a le nom d'un ancien général qui était un massacreur de Zoulous. Bon, il est temps quand même qu'on arrête avec ça, qu'on change. Mais je pense qu'Achille Mbembe a à peu près tout dit de ce que je le rejoins sur tous les points qu'il a évoqués. Même si c'est légitime, on peut s'interroger sur le moment. Ce moment, est-ce que ce moment-là, j'y ajouterai, est-ce que le moment est assez apaisé? Le moment est indiqué pour engager un débat qui est apaisé. Je ne suis pas sûr, même à l'intérieur de l'ANC, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est un pays qui est frappé d'une crise économique et d'une crise politique majeure. Et dans ce contexte-là, le débat sur
l'histoire, parce que le point c'est quelle est l'histoire de ce pays. C'est une volonté de se réapproprier son histoire. De se réapproprier cette histoire-là et de se distancer en quelque sorte. De se rattacher à un passé qui n'est plus, me semble-t-il, le reflet de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Le combat de Madiba était de dire que l'Afrique du Sud d'aujourd'hui est une Afrique du Sud qui est plurielle, multicolore, avec qui intègre tous ses enfants, y compris ceux qui ont participé à ce passé sombre. Alors, ce débat-là, je ne suis pas sûr qu'il soit de nature à apaiser les choses aujourd'hui. Alors justement, Mamadou Dia, donc Jean-François le dit, on comprend bien la légitimité, en tout cas du projet, mais le pays est effectivement en récession avec un chômage qui avoisine les 30%. Ce débat n'est-il pas un peu superflu au regard du contexte économique? Oui, il peut paraître surréaliste, mais en même temps, bon, c'est une action de diversion de la part du président Zuma, c'est connu. Là, il est en difficulté parce qu'il est attaqué de toutes parts par ses propres amis de l'ANC, enfin certains membres de l'ANC. Mais bon, ce débat se serait posé de toutes les façons. La Namibie a changé, les deux Rhodésies sont devenus Zimbabwe et Zambie. On ne peut pas continuer quand même. L'Afrique du Sud, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Donc c'est un problème de timing. C'est un problème de timing, mais vous savez, en politique, tout est question de timing. Il y a un moment où, bon, pour faire de la diversion, pour instrumentaliser un débat, on manipule les gens et on manipule aussi, disons, la question. Et bon, mais c'est une question, une vraie question pour l'Afrique du Sud. Je pense qu'il faudrait qu'il trouve un nom qui pourrait faire l'unanimité. Alors, un nom est pressenti, c'est Azani. C'était très connu à l'époque. Moi, j'ai beaucoup travaillé en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique du Sud. Et effectivement, c'est un pays remarquable, qui a des racines très profondes et qui a souffert, mais vraiment souffert des exactions, non seulement des Blancs boyards, qui eux-mêmes avaient souffert d'exactions et qui avaient donc fui l'Europe pour venir se réfugier, et ont commis encore des atrocités. Mais l'histoire est quand même... Bon, on sait que l'histoire est tragique, mais là, c'est quand même jusqu'à la caricature, quoi. Alors, et ensuite, les Anglais sont venus, évidemment, comme il le dit, ont participé à ce jeu de massacre, parce qu'ils ont cautionné, finalement, depuis 1948, le système officiel, mais qui existait déjà bien avant, et qui a toujours existé en Afrique du Sud pendant des dizaines et des dizaines d'années. Messieurs, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.